Maman, tout va bien se passer. Mange d'abord, puis je t'aiderai à traverser la route. Merci. On l'avait prévenu de l'ignorer. Une femme aveugle, vêtue de haillons et tenant un bol vide, n'était pas sa responsabilité. Pourtant, il l'aida quand même, la guidant à travers la circulation, la nourrissant et lui parlant comme si elle comptait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette pauvre femme qui l'avait aidé était mariée à l'homme le plus riche de la ville. Et quand la vérité éclata, sa petite gentillesse lui revint comme une récompense qui changerait sa vie. Le soleil n'avait pas encore grimpé bien haut quand Coco sortit de son studio et le verrouilla avec une clé usée par trop de matins angoissés. Sa chemise était propre, mais fatiguée, comme un soldat ayant livré trop de batailles dans le même uniforme. Il ajusta la bandoulière de son petit sac marron, vérifia sa poche pour s'assurer que son dernier argent de transport y était encore, et se mit en route vers la grande route, où le bruit de la ville s'éveillait déjà comme un tambour battu au loin. Coco n'était pas un paresseux. C'était un homme qui avait appris très tôt que la faim ne respecte pas les excuses. Son père était mort avant qu'il ne termine l'école, et la petite boutique de provisions de sa mère avait brûlé dans un incendie que personne n'avait enquêté. La famille s'était dispersée comme des oiseaux effrayés. Coco était donc devenu son propre aîné, son propre père, son propre réconfort. Il acceptait les petits boulots qui venaient et repartaient, charger des camions la nuit, faire des courses pour des commerçants, nettoyer des bureaux une fois les employés partis. C'était le genre de jeune homme que les gens aiment appeler travailleur, mais en vérité, le travail acharné n'était pas son don spécial. La survie, oui. Ce matin-là, sa survie avait une date limite. On lui avait dit de se présenter à un entretien dans une nouvelle entreprise de logistique, petite mais en pleine croissance. Une opportunité qui pouvait changer le cours de sa vie, à condition qu'il arrive à l'heure et qu'il s'exprime bien. Et maintenant, alors qu'il se hâtait vers l'arrêt de bus, son cœur ne cessait de lui murmurer le même avertissement, « Ne laisse rien te retarder aujourd'hui ». La route était déjà animée. Les conducteurs de kéké, moto-taxi, criaient. Les bus crachaient de la fumée. Les vendeurs équilibraient leurs plateaux et annonçaient les prix comme des chanteurs de louanges lors d'une fête. Et puis, près du bord du passage piéton, Coco la vit. D'abord, il ne remarqua que ses vêtements déchirés, ceux qui semblaient avoir été lavés trop souvent, sans ménagement. Puis il vit le bol dans ses mains. Et enfin, en s'approchant, il vit ses yeux. Ils étaient ouverts, mais ne retenaient pas le monde. C'étaient les yeux de quelqu'un dont la vue avait disparu depuis longtemps. La femme se tenait légèrement à l'écart de la foule, comme si elle craignait la vitesse de la ville. Son foulard était délavé, son panier filoché au bord. Ses pieds étaient nus, et son bol vide d'une manière qui semblait plus bruyante que la faim. Coco ralentit sans le vouloir. Un homme à côté de lui cliqua de la langue et murmura, « Jeune homme, ne t'arrête pas là. » Une femme portant des oranges siffla, « Si tu commences à aider tout le monde, tu vas rater ta destinée. » Une autre voix, plus âgée et plus tranchante, ajouta, « Les mendiants aveugles sont nombreux. Ils vont vider tes poches. » Coco essaya de continuer. Il essaya de se souvenir de son entretien. Il essaya de se souvenir de l'argent maigre dans sa poche. Mais alors, la femme aveugle leva légèrement son bol et parla. Pas fort, pas de manière dramatique, juste comme un être humain fatigué d'être invisible. « S'il vous plaît, dit-elle doucement, aidez-moi à traverser. » Sa voix ne contenait aucune performance de mendicité, aucun sanglot exagéré, aucune malédiction factice, juste une demande, simple et nue. Et quelque chose dans cette simplicité frappa Coco comme une petite pierre frappe un toit en tôle. Silencieux, mais inoubliable. Coco s'arrêta. Ses pieds refusèrent d'avancer. Il regarda la route, les voitures qui filaient, les conducteurs en colère, puis ses mains tremblantes. Et il vit autre chose. Il vit la peur. Pas la peur de la faim, mais la peur d'être écrasé et oublié. Coco avala sa salive. Il regarda son poignet comme s'il portait une montre, bien que son poignet fût nu. Le temps filait. Sa chance l'attendait. Mais la femme se tenait au bord du danger. Coco s'approcha. « Maman, dit-il doucement, prenez mon bras. » Les voix autour de lui se plaignirent immédiatement. « Va, regarde-le, ce petit, tu veux être un héros. Tu vas le regretter. »
Mais Koku ne leur répondit pas. Il offrit son coude et les doigts minces et prudents de la femme aveugle le trouvèrent, comme quelqu'un cherchant la terre ferme en pleine eau profonde. Sa prise était légère, mais elle portait la confiance. Et la confiance, dans ce monde, est une chose lourde. Koku la guida jusqu'au passage piéton. Il attendit le bon moment. Un klaxon de bus retentit et son cœur fit un bond, mais il ne lâcha pas. Quand le trafic ralentit, il avança, la guidant pas à pas, avec précaution. Les conducteurs criaient, certains juraient. Un conducteur de Kékéri et dit, « Femme aveugle, tu vas faire rater son boulot au jeune homme. » Koku l'ignora. Il continua d'avancer. Et quand ils atteignirent l'autre côté, la femme aveugle expira comme quelqu'un qui avait retenu son souffle pendant des années. « Merci, dit-elle, sa voix calme. » Koku essaya de s'éloigner rapidement pour rattraper son temps. Mais alors, il remarqua quelque chose. Son bol était vide. Pas presque vide, mais complètement vide, et son estomac émit un son petit, mais honnête. Koku hésita. Il regarda de nouveau sa poche, calculant comme le font les pauvres, avec soin, avec douleur, avec la peur de l'erreur. Il avait de l'argent pour le transport et peut-être un petit encas avant l'entretien. S'il lui donnait quelque chose, il devrait peut-être marcher longtemps et arriver en sueur, en retard, embarrassé. Mais en regardant son visage, il vit quelque chose qui ne correspondait pas à ses vêtements, la dignité. Même avec un pagne déchiré, elle se tenait avec dignité. Même avec un bol vide, elle se comportait comme quelqu'un qui n'avait pas oublié sa valeur. La gorge de Koku se serra. « Maman, demanda-t-il doucement, avez-vous mangé aujourd'hui ?» La femme aveugle marqua une pause. Dans cette pause, Koku entendit la vérité sans mots. « Non, admit-elle doucement, je n'ai pas mangé. » Koku se tourna vers une vendeuse de nourriture à proximité. L'odeur de l'akara, baignée de haricots, et du pop, maïs soufflé, flottait dans l'air comme un réconfort. Il plongea la main dans sa poche, en sortit quelques billets et acheta une portion. La vendeuse haussa les sourcils. « Bah, jeune homme, dit-elle, tu es gentil. Que ta poche ne se vide jamais. » Koku porta la nourriture à la femme aveugle. Il la guida pour s'asseoir sur un petit banc près de l'étal. Il plaça la nourriture chaude dans ses mains. Au début, elle hésita, comme si elle craignait un piège, mais quand elle sentit la chaleur, ses lèvres tremblèrent légèrement. « Que Dieu te bénisse, murmura-t-elle. Koku essaya de sourire, mais son esprit criait déjà, « Bouge !» Le temps passe. Il se leva rapidement. « Je dois y aller, dit-il. Prenez soin de vous, maman. » Mais alors qu'il se retournait, la femme aveugle tendit à nouveau la main et attrapa son poignet, juste assez pour l'arrêter. « Mon fils, quel est ton nom ?»« Koku, répondit-il. »« Et où vas-tu avec des pas si pressés ?» Koku soupira. « Bah, un entretien. Si je le rate, je n'aurai peut-être plus une autre chance. » La femme aveugle hocha lentement la tête, comme si elle pouvait voir son avenir sans voir son visage. « Alors, que la route te soit favorable. Que la porte s'ouvre quand tu frapperas. » Koku libéra doucement son poignet, hocha la tête une fois et s'éloigna en hâte. Il courut vers l'arrêt de bus, attendit en suant, monta dans un bus bondé. Il resta debout, serré entre des inconnus. Sa chemise commença à coller à son dos. Son cœur battait à chaque minute qui passait. Quand il arriva enfin près de l'entreprise, il sauta et courut à nouveau. Il atteignit la grille, essoufflé. Un gardien le regarda avec dégoût. « D'où cours-tu comme un voleur ?» demanda l'homme sèchement. « Je suis ici pour l'entretien, haleta Koku. » Le gardien vérifia sa liste, hocha la tête à contre-cœur et lui indiqua l'intérieur. Koku ajusta sa chemise, s'essuya le visage avec un mouchoir qui avait connu des jours meilleurs, et entra dans la salle d'attente. Les autres candidats étaient assis là, avec des chaussures brillantes, des costumes impeccables et la confiance de ceux qui ont des plans de secours. Koku s'assit silencieusement, essayant de ne pas avoir l'air de quelqu'un qui avait combattu la circulation, la faim et la pauvreté avant le petit déjeuner. Son nom fut appelé. Il se leva. Il entra dans la salle d'entretien. Le jury posa des questions. Koku répondit du mieux qu'il put.
Il parla d'expérience, de discipline, de fiabilité, mais il pouvait le sentir. La façon dont les yeux de l'interviewé se déplaçaient sur lui, le mesurant comme des marchandises sur un marché. Tout le monde en position de pouvoir ne sait pas cacher son jugement. Coco termina, les remercia et sortit. Dehors, le soleil était plus haut maintenant. Il marchait lentement, ne courant plus, car que ce soit en courant ou non, l'entretien était terminé et sa poche était plus légère. Il prit un bus pour retourner de son côté de la ville. Alors que la ville bougeait autour de lui, l'esprit de Coco revint vers la femme aveugle. Il se demanda si elle était encore assise là. Il se demanda si elle était en sécurité. Il se demanda pourquoi, dans une ville pleine de gens, sa demande était tombée sur tant d'oreilles sourdes. Cette pensée resta avec lui comme de la fumée dans un tissu. Les jours passèrent. Coco continua ses petits boulots en attendant une réponse de l'entreprise. Chaque jour, il vérifiait son téléphone, espérant voir un message qui changerait tout. Mais l'espoir, quand il est sans cesse retardé, commence à ressembler à de la naïveté. Un après-midi, alors que Coco portait un sac de courses pour un commerçant, il entendit des cris près de la route du marché. Une foule s'était rassemblée. Les voix montaient comme des vents de tempête. La curiosité l'attira plus près. Au centre de la foule, il vit la femme aveugle, mais cette fois, elle ne se tenait pas tranquillement. Elle était par terre. Son bol s'était renversé. Sa nourriture était tombée dans la poussière. Et une femme avec un foulard coloré criait sur elle. « Vous, les aveugles, vous êtes méchants. Vous l'avez fait exprès. Vous voulez me faire honte. » Les mains de la femme aveugle tremblaient alors qu'elle essayait de ramasser ses affaires. « Je suis désolée, je ne voulais pas, tais-toi. » hurla la femme. « Tu vas me rembourser. » Un homme à proximité ajouta, « Ces mendiants deviennent trop audacieux. » Une autre voix dit, « Chassez-la. » Coco sentit la colère monter en lui. Il se fraya un chemin arrêté, dit-il fort. La femme qui criait se retourna. « Et toi, qui es-tu » Coco s'approcha. « J'ai vu ce qui s'est passé. Elle n'a pas renversé ta nourriture. Quelqu'un l'a bousculée. » Quelques personnes murmurèrent. D'autres évitèrent son regard. Parce que beaucoup de gens avaient vu la vérité, mais ils craignaient l'inconvénient. La femme qui criait ricana. « Alors, tu es son avocat ?» Coco se baissa, aida la femme aveugle à se relever et ramassa son bol. Il épousseta son pagne avec douceur, comme quelqu'un qui époussette la dignité d'une mère. Puis il se tourna vers la vendeuse de nourriture. « Combien ça coûtait ?» demanda-t-il. La vendeuse hésita. Elle regarda les vêtements usés de Coco. Elle pouvait dire qu'il n'était pas riche, mais elle donna le prix quand même. Coco soupira, plongea la main dans sa poche et paya. La femme qui criait le regarda, soudain embarrassée. « La prochaine fois, fais attention où tu vas, » murmura-t-elle, et s'éloigna, traînant sa fierté derrière elle. Coco aida la femme aveugle à se relever. « Êtes-vous blessée ?» demanda-t-il doucement. La femme secouait la tête. « Non, juste fatiguée. » Coco la guida loin de la foule. Il trouva un endroit ombragé près d'un mur tranquille. Il l'aida à s'asseoir. Il acheta de l'eau. Il la lui mit dans les mains. La femme aveugle but lentement, comme quelqu'un qui boit la paix. Puis elle tourna son visage vers lui. « Mon fils, dit-elle doucement, tu m'as aidé 2 fois. » Coco avala sa salive. « Ce n'est rien, dit-il rapidement. » Mais l'expression de la femme aveugle changea légèrement, comme si elle pouvait entendre le mensonge. « Ce n'est pas rien, corrigea-t-elle. Dans ce monde, une petite gentillesse n'est pas petite. C'est rare. » Coco détourna les yeux. Il ne savait pas quoi dire. Il savait seulement que chaque fois qu'il l'aidait, quelque chose en lui se sentait propre. Même si sa poche se sentait vide, il voulait lui demander où elle vivait. Il voulait lui demander qui s'occupait d'elle. Mais dans cette ville, les questions peuvent ouvrir des problèmes. Et Coco en avait déjà assez, alors il se leva. « Je dois y aller, dit-il à nouveau. » La femme aveugle hocha la tête. Avant qu'il ne parte, elle leva la main comme pour toucher son visage, mais ses doigts ne trouvèrent que l'air. Puis elle sourit,
Un petit sourire, intime. Que ton nom soit mentionné pour le bien, même dans des endroits où tu n'es jamais entré. Coco partit, troublé par ces mots. Mentionné pour le bien dans quels endroits? Il chassa cette pensée et continua sa quête. Une autre semaine passa. Aucun message, aucun appel. Coco commença à accepter qu'il n'avait peut-être pas été choisi. Peut-être que le monde avait décidé une fois de plus qu'il ne méritait pas d'investissement. Un soir, un ami nommé Cécile appela. « Coco, es-tu à la maison ?»« Oui, » répondit Coco. « Pourquoi ?»« Mets tes meilleurs vêtements, » dit Cécile, l'excitation palpable dans sa voix. « Quelqu'un te cherche. » Coco fronça les sourcils. « Qui ?»« Je ne sais pas. Une grosse voiture est venue dans le quartier en demandant après toi par ton nom. Ils ont dit qu'ils reviendraient dans 1 heure. » Le cœur de Coco trébucha. Une grosse voiture qui le cherchait dans sa rue pauvre. La première pensée de Coco fut la peur. Avait-il offensé quelqu'un? Y avait-il eu une erreur? Il regarda autour de sa petite chambre, sa chaise en plastique, son matelas mince, son miroir fissuré. Il trouva sa meilleure chemise et son pantalon. Il les mit. Il essaya de se coiffer. Il essaya de calmer sa respiration. Dehors, les voisins se rassemblaient. Ils chuchotaient. Ils le regardaient comme une histoire soudaine. Puis la voiture arriva, noire, brillante, silencieuse comme l'autorité. 2 hommes en sortirent, habillés en costumes impeccables, avec la posture de ceux qui avaient l'habitude d'être obéis. L'un d'eux s'approcha de Coco. « Bonsoir, dit-il poliment. Êtes-vous Coco Adi ?» Coco hocha lentement la tête. Oui. Nous sommes ici pour vous escorter, dit l'homme. M'escorter? Répéta Coco, confus. Oui, dit l'homme. Vous êtes demandé au domaine Sterling. Coco cligna des yeux. Le domaine Sterling. Tout le monde connaissait le domaine Sterling. C'était la résidence de chef Marcus Sterling, l'homme le plus riche de la ville, celui dont le nom figurait sur des bâtiments et dont l'argent se déplaçait comme le vent. Coco sentit sa bouche devenir sèche. « Pourquoi ?» demanda-t-il. L'homme n'expliqua pas « Veuillez venir », dit-il simplement. Les voisins retinrent leur souffle. Les yeux de Cécile s'écarquillèrent. Quelqu'un murmura, Coco s'est mis dans de gros ennuis. Un autre murmura, ou dans une grosse bénédiction. Coco monta dans la voiture comme un homme entrant dans un rêve qu'il ne comprenait pas. Le véhicule traversa la ville, laissant derrière lui ses rues familières. Ils entrèrent dans un quartier où les routes étaient lisses, où les réverbères semblaient plus brillants, où même l'air semblait plus cher. Enfin, ils approchèrent de grandes grilles. La sécurité les ouvrit rapidement. La voiture roula dans une concession qui ressemblait à un petit royaume. Des fleurs disposées comme une décoration pour un mariage royal. Des fontaines chantant doucement. Des murs assez hauts pour cacher des secrets. Le cœur de Coco battait à tout rompre. On le conduisit dans un grand salon. Tout sentait le propre. Tout brillait. Même le silence semblait puissant. Puis un homme entra. Il était grand, plus âgé, avec un visage calme qui portait l'autorité comme un lion porte sa crinière. Sa tenue était simple mais chère. Ses yeux étaient perçants. C'était le chef Marcus Sterling. Les jambes de Coco faillirent oublier comment se tenir debout. Il s'inclina légèrement par instinct. « Bonsoir, monsieur, dit-il. » Le chef l'observa. « Vous êtes Coco ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur. » Il y eut une pause, lourde. Puis le chef parla à nouveau. « On dit que vous avez aidé ma femme. » Coco se figea. « Votre femme ?» Les yeux du chef restèrent stables. « Ma femme ?» répéta-t-il. « Une femme aveugle. » Le souffle de Coco se bloqua. Son esprit remonta en arrière. Vêtements déchirés, bol vide, mains tremblantes, une voix calme demandant à traverser la route. Cette femme, la femme de cet homme? Le monde de Coco bascula. Monsieur, balbutia Coco, je ne savais pas. Le chef leva une main pour l'arrêter. Je sais que vous ne saviez pas, dit-il calmement.
C'est pourquoi je vous parle. Il se tourna légèrement et une porte s'ouvrit. Une femme entra, guidée doucement par une domestique. Son pagne n'était plus déchiré. Son foulard n'était plus délavé. Elle portait des vêtements propres et élégants. Mais ses yeux étaient les mêmes, ouverts et ne retenant toujours pas le monde. Pourtant, son visage gardait cette même dignité. La poitrine de Coco se serra. C'était elle, la femme aveugle. Elle sourit en s'avançant. « Coco » dit-elle doucement, sa voix chaude. Coco pouvait à peine parler. « Maman » murmura-t-il. Le chef observait leur échange comme un homme regardant un juge rendre un verdict. Puis le chef parla. « Le nom de ma femme est Madame Yo Sterling. Avant de perdre la vue, elle était le genre de femme qui marchait librement parmi les gens. Mais après son accident, elle est devenue silencieuse. » Coco resta immobile, écoutant comme un élève devant un aîné. Le chef continua. « Pendant des mois, dit-il, elle m'a posé la même question. Les gens me voient-ils encore comme un être humain ou seulement comme un fardeau ?» Coco sentit la honte l'envahir pour toute la ville. La mâchoire du chef se serra légèrement. Alors elle m'a demandé la permission de sortir seule sans révéler qui elle était. Elle a dit qu'elle voulait savoir ce que la vie ressentait pour ceux qui n'ont rien. Les yeux de Coco s'écarquillèrent. Le chef détourna le regard un instant, comme s'il se souvenait d'une douleur. Elle voulait la vérité, dit-il doucement, pas la flatterie. Coco avala difficilement sa salive. Madame Sterling s'approcha, guidée par la domestique. « Je suis sortie, dit-elle doucement, et je me suis tenue sur la route comme quelqu'un d'oublié. J'ai demandé de l'aide. Les gens sont passés comme si j'étais de l'air. » Sa voix resta contrôlée, mais la douleur était là, cachée dans le calme. Puis, dit-elle, tournant son visage vers la direction de Coco, j'ai entendu un jeune homme s'arrêter. La gorge de Coco se serra. J'ai entendu sa voix. Pas compatissante, pas fière, juste humaine. Le chef regarda à nouveau Coco. Ma femme est rentrée et m'a parlé de vous, dit-il. Elle m'a dit que vous l'aviez aidée à traverser la route. Elle m'a dit que vous lui aviez acheté à manger. Elle m'a dit que vous l'aviez défendue quand les autres criaient. L'esprit de Coco revint au moment où sa propre faim avait été ignorée. Il sentit quelque chose de humide dans ses yeux. Il le refoula. Le chef Sterling s'assit lentement, puis fit signe à Coco de s'asseoir aussi. Coco s'assit sur le bord de la chaise comme un homme qui craint de l'attacher avec sa pauvreté. Le chef se pencha en avant. « Dites-moi, dit-il, pourquoi l'avez-vous aidé ?» Coco fixa le sol. Sa voix sortit petite. « Parce qu'elle l'a demandé, dit-il. Et parce qu'elle est la mère de quelqu'un. » Madame Sterling sourit faiblement. Les yeux du chef se rétrécirent. « C'est tout ?» demanda-t-il. Coco hésita. Puis il parla franchement. « Monsieur, je ne suis pas riche. Je n'ai pas beaucoup, mais je sais ce que ça fait d'être traité comme si on ne comptait pas. Je ne pouvais pas la regarder se tenir là comme si elle était invisible. » Un silence remplit la pièce, le genre de silence qui écoute. Madame Sterling hocha lentement la tête. Le chef expira. Puis il dit quelque chose qui surprit Coco. « Ma femme a été entourée de serviteurs, mais elle a eu faim de sincérité, dit le chef. Les gens autour de la richesse apprennent à jouer un rôle. Ils vous saluent avec leurs dents, pas avec leur cœur. Ils vous aident parce qu'ils veulent quelque chose. » Coco resta assis, immobile. La voix de Madame Sterling revint. « Quand vous m'avez aidé, Coco, dit-elle, vous ne saviez pas qui j'étais. C'est pourquoi c'était important. » Le chef se tourna légèrement et appela, « Apportez-le. » Un homme entra, portant un petit dossier. Le chef le prit, le posa sur la table et le poussa vers Coco. Coco le regarda comme un serpent. « Qu'est-ce que c'est, monsieur ?» demanda-t-il. La voix du chef resta calme. « C'est votre lettre d'embauche, dit-il. » Coco cligna des yeux. « Ma lettre d'embauche ? » « Oui, dit le chef. Cette entreprise de logistique pour laquelle vous avez passé un entretien, Sterling Logistique, est ma société. » Le cœur de Coco faillit s'arrêter. Il se souvint de la salle d'entretien, des regards mesurants, du jugement silencieux.
Il se souvint des candidats en attente avec leurs chaussures brillantes. Sterling Logistique. C'était lui, depuis le début. Le chef continua. Vous n'avez pas été sélectionné, dit-il franchement. La poitrine de Coco s'affaissa. Puis le chef ajouta, non pas parce que vous n'étiez pas qualifié. Coco leva les yeux, confus. Le jury ne vous a pas choisi parce qu'ils ont prétendu que vous manquiez de présentation. Ils ont dit que vous aviez l'air peu soigné. Ils ont dit que vous ne correspondiez peut-être pas à l'image de marque de l'entreprise. Le visage de Coco s'embrasa de honte. L'humiliation le brûla comme du piment. Puis Madame Sterling parla, sa voix douce mais tranchante. Et pourtant, dit-elle, quand je me tenais sur la route, peu soignée, vous m'avez traité comme si j'appartenais à la vie. Les yeux du chef se durcirent. Alors j'ai appelé le jury, et je leur ai posé une question. Quelle est l'image de marque d'une entreprise qui ne reconnaît pas le caractère? Le souffle de Coco devint irrégulier. Le chef se renversa en arrière. Ma femme a demandé une récompense pour vous, dit-il. La voix de Coco tremblait. Monsieur, Le chef leva la main. Écoutez, dit-il. Il tapota le dossier. Cette lettre d'embauche n'est pas pour un petit poste. C'est pour un rôle directement sous notre directeur des opérations. Les yeux de Coco s'écarquillèrent. Mais monsieur, je ne vous apprendrai, dit fermement le chef. Nous pouvons former les compétences. Nous ne pouvons pas former un cœur pur. Les mains de Coco tremblèrent en ouvrant le dossier. La lettre portait son nom. Elle indiquait un salaire qui ressemblait à un miracle. Elle mentionnait des avantages. Une date de début. La vision de Coco se brouilla. Il cligna des yeux rapidement, essayant de ne pas se couvrir de honte en pleurant dans le salon d'un homme riche. Madame Sterling sourit doucement. Mon fils, ceci n'est pas de la charité. C'est la justice pour la gentillesse que vous avez montrée quand personne ne regardait. La voix de Coco se brisa. Merci, murmura-t-il. Merci, monsieur. Merci, maman. Mais le chef n'avait pas fini. Il se pencha à nouveau en avant, les yeux perçants comme un homme qui détestait l'hypocrisie. Il y a plus, dit-il. Coco avala sa salive avec difficulté. Le ton du chef devint plus froid. Ma femme m'a dit autre chose, dit-il. Elle m'a dit que quand les gens l'ignoraient, certains riaient, d'autres l'insultaient, certains essayaient même de la pousser. Coco se souvint de la foule au marché, des cris, de la cruauté qui vient facilement quand les gens pensent qu'aucune personne importante n'est présente. La mâchoire du chef se serra. J'ai été l'homme le plus riche de cette ville, dit-il. Et pourtant, j'ai été aveugle au cœur de mon peuple. Le test de ma femme m'a ouvert les yeux. Coco resta assis silencieusement, sentant que ce moment était plus grand que lui. Le chef continua, demain, dit-il, ma femme assistera à une réunion caritative publique. Coco fronça légèrement les sourcils. Les yeux du chef se fixèrent sur lui. Et vous, dit-il, vous l'accompagnerez. La bouche de Coco s'ouvrit. Monsieur. Madame Sterling sourit. Je veux que la ville voie ce que j'ai vu. Je veux qu'ils apprennent que la dignité ne porte pas de vêtements chers. Le cœur de Coco s'emballa à nouveau. Que dois-je faire, maman, demanda-t-il. La voix de Madame Sterling était douce. Sois toi-même, dit-elle. Tiens-toi à mes côtés. Coco hocha lentement la tête, toujours submergé. Puis le chef asséna le coup de grâce. Et une dernière chose, dit-il. Il se leva. Madame Sterling ne se présentera pas demain comme une mendiante aveugle, dit-il. Elle ira en tant qu'épouse de l'homme le plus riche de la ville. L'estomac de Coco se serra. Il comprit soudain. Les mêmes personnes qui l'avaient ignoré, les mêmes personnes qui avaient crié, les mêmes personnes qui s'étaient moquées, allaient affronter la vérité. Et la vérité, quand elle arrive en retard, ne frappe pas doucement. Le lendemain, la salle était pleine. Des chefs communautaires, des associations de marchands, des chefs religieux, des représentants du gouvernement local, des propriétaires d'entreprises, et beaucoup des mêmes visages de la rue. Coco se tenait près de l'entrée, vêtu sobrement de vêtements fournis par la maison Sterling, simples, élégants,
respectable. Madame Sterling entra à ses côtés, guidée, digne, calme. Les chuchotements montèrent. Laisse que... Attendez, c'est maman Sterling. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Puis le chef Sterling entra derrière eux et toute la salle se leva comme une vague. Le respect emplissait l'air, lourd et immédiat. Les gens s'inclinèrent. Les gens sourirent trop largement. Les gens applaudirent comme s'ils l'avaient toujours aimé. Coco observait leur visage changer. Il vit la peur soudaine dans les yeux qui avaient été négligents. Madame Sterling fut conduite à l'avant. Un micro fut placé. Elle se tint tranquille, composée. Puis elle parla. Mon peuple, commença-t-elle, sa voix portant à travers la salle, ferme comme un battement de tambour. Pendant des mois, j'ai été aveugle des yeux, dit-elle, mais hier, je suis devenue aveugle du cœur. La salle se tut. Elle continua. Je voulais savoir ce que ça fait de n'avoir rien, dit-elle. Alors je suis sortie habillée comme quelqu'un d'oublié. Un murmure parcourut la foule. Certaines personnes se déplacèrent, mal à l'aise. La voix de Madame Sterling resta calme. Beaucoup sont passés. Beaucoup m'ont ignoré. Certains m'ont insulté. Coco vit une femme baisser la tête. Un homme fixa le sol. Madame Sterling tourna légèrement la tête comme si elle s'adressait à un coin spécifique. Mais un jeune homme s'est arrêté, dit-elle. Il m'a guidée à travers la circulation. Il m'a nourrie. Il m'a défendue, sans savoir qui j'étais. Elle leva doucement la main vers la direction de Coco. Coco avança, le cœur battant, les yeux baissés. Les gens le regardèrent comme s'il était soudainement une histoire. Madame Sterling continua, ce jeune homme m'a rappelé que la gentillesse ne concerne pas qui la mérite. C'est une question de qui vous choisissez d'être. La salle resta silencieuse. Puis le chef Sterling avança. Sa voix était ferme. À partir d'aujourd'hui, déclara-t-il, la Fondation Sterling lancera une initiative à l'échelle de la ville pour soutenir les aveugles, les handicapés et les oubliés. Pas avec pitié, mais avec dignité. Des applaudissements éclatèrent, certains sincères, d'autres forcés, d'autres craintifs. Puis il regarda la foule, les yeux perçants. Et laissez-moi dire ceci, ajouta-t-il, quiconque maltraite les vulnérables dans cette ville devra m'en répondre. Cette phrase tomba comme un coup de tonnerre. Les gens hochèrent rapidement la tête. Les gens avalèrent leur salive. Les gens se souvinrent soudainement de leur manière. Après l'événement, alors que les invités sortaient, beaucoup de gens s'approchèrent de Coco. Certains essayèrent de le saluer chaleureusement, comme s'ils l'avaient toujours connu. D'autres lui tendirent des cartes de visite. D'autres rirent trop fort. Mais Coco voyait à travers tout ça. Il se souvenait du marché. Il se souvenait de la route. Il se souvenait de la rapidité avec laquelle le respect apparaît quand la richesse est à proximité. Madame Sterling, toujours calme, se tourna vers lui alors qu'il se préparait à partir. « Mon fils, dit-elle doucement, tu ne m'as pas aidé à cause de mon nom. » Coco secoua la tête. « Non, maman. » Elle hocha la tête. « Alors ne laisse pas mon nom te changer, dit-elle. Laisse ton cœur rester le même. » Coco sentit un poids profond dans sa poitrine. Une responsabilité plus grande que le salaire. « Maman, demanda-t-il doucement, pourquoi as-tu choisi de tester les gens ainsi? » Les lèvres de Madame Sterling se serrèrent doucement. « Parce que, dit-elle, je voulais rappeler à la ville que les pauvres ne sont pas moins humains. » Elle marqua une pause. « Mais parce que je voulais rappeler à mon mari que la richesse n'est pas une preuve de sagesse. » Le chef Sterling entendit cela et sourit faiblement, le sourire d'un homme qui avait été corrigé par la vérité et l'avait accepté. Cette nuit-là, quand Coco revint dans sa chambre, toujours petite, toujours modeste, mais désormais remplie d'un nouvel avenir, il s'assit sur son matelas et regarda à nouveau la lettre d'embauche. Il pensa à la route. Il pensa au bol vide. Il pensa aux voix qui lui avaient dit de l'ignorer. Il réalisa quelque chose qui le frappa silencieusement, mais profondément. La destinée n'arrive pas toujours en beaux habits. Parfois, la destinée arrive en pagne déchirée et en main tremblante pour tester le cœur qui prétend vouloir une vie meilleure.
et Coco comprit que son vrai entretien n'avait pas eu lieu dans le bâtiment de l'entreprise. Son vrai entretien avait eu lieu sur le bord de la route. Et il avait réussi non parce qu'il était intelligent, non parce qu'il était parfait, mais parce qu'il avait choisi d'être humain quand personne ne regardait. Il ferma les yeux et murmura une petite prière. Pas pour plus d'argent, pas pour de plus grandes relations, mais pour un cœur qui ne pourrirait pas quand les bénédictions commenceraient à croître. Parce que dans ce monde, le succès peut changer un homme plus vite que l'échec. Et c'est pourquoi les anciens disent, la main qui soulève l'oublié soulève peut-être sa propre destinée. Et les yeux qui voient le pauvre comme un humain ne marcheront jamais aveugles vers le regret. Dans le village paisible de Kpalimé, où les matins embaumaient le vin de palme frais et le maïs grillé, et où les ragots circulaient plus vite que la moto du chef, vivait une jeune fille dont tout le monde avait une opinion. Elle s'appelait Hawa. À 20 ans, elle avait une peau caramel chaude, des yeux brillants et malicieux, et un sourire qui semblait avoir personnellement vaincu la tristesse lors d'un combat de catch. Mais les villageois ne la voyaient pas ainsi. Pour eux, Hawa était étrange, et dans les villages, être étrange revenait presque à être suspect. Certains la trouvaient bizarre, d'autres chuchotaient à son passage. Les plus dramatiques l'appelaient même sorcière, ce qui était ironique, car la seule chose qu'Hawa ait jamais ensorcelée, c'était les manguiers, et l'orpheline dont tout le monde parlait. La vie d'Hawa changea à 17 ans, l'année où elle perdit ses 2 parents. D'abord son père, puis sa mère peu après. La petite maison en terre qu'il habitait devint soudain trop silencieuse, trop vide, trop solitaire. Ses proches vinrent, mais pas avec de l'amour. Ils arrivèrent avec des visages longs et peu de patience. Une tante cliqua de la langue, nous ne pouvons pas assumer une autre responsabilité. Un oncle soupira bruyamment, cette fille est trop têtue. En quelques semaines, ils disparurent tous de sa vie, comme des politiciens après les élections. Et ainsi, Hawa se retrouva seule. Enfin, presque seule. Il y avait une personne qui refusa de l'abandonner, Maman Adjoa, une veuve bruyante et chaleureuse qui vendait des légumes au marché. Sa cour était toujours animée, remplie d'enfants, de rires et de poules courant pour sauver leur vie. Chaque fois qu'Hawa rendait visite à Maman Adjoa, celle-ci criait depuis la cuisine, « Hawa, est-ce que tu apportes des ennuis ou de la nourriture aujourd'hui ?» Hawa entrait de manière théâtrale, tenant des fruits comme des trophées. Flash info, la fille locale a vaincu 3 manguiers lors d'une bataille féroce. Les enfants éclataient de rire. Maman Adjoa secouait la tête, cette fille parlera jusqu'à ce que les chèvres commencent à lui répondre. Hawa s'inclinait fièrement, merci, merci. J'accepte le prix. Malheureusement, tout le monde à Kpalimé n'aimait pas le bonheur, surtout quand il venait de quelqu'un qu'ils avaient déjà décidé de ne pas aimer. Chaque fois qu'Hawa marchait sur la route du village, certaines femmes chuchotaient fort, « Cette fille se promène trop seule dans la forêt. » Une autre disait, dramatique, « Les filles normales ne se comportent pas comme ça. » Un jour, on entendra qu'elle s'est transformée en oiseau. Un jour, Hawa les entendit et s'arrêta. Elle se retourna lentement. Les femmes se figèrent. Puis Hawa sourit doucement, « Si je me transforme en oiseau, je viendrai d'abord me percher sur votre toit chaque matin. » Les femmes froncèrent les sourcils, « Pourquoi ?» Elle sourit pour chanter très fort. Les enfants éclatèrent de rire. Les femmes s'éloignèrent, agacées, mais Hawa haussa simplement les épaules, « Si les gens veulent jaser, qu'au moins ils jasent sur quelque chose d'intéressant. » Une chose était sûre à propos d'Hawa, si un arbre portait des fruits, elle finirait par y grimper. Elle grimpait aux arbres avec la confiance de quelqu'un qui croyait que la gravité n'était qu'une suggestion. Un après-midi ensoleillé, elle se tenait sous un très grand cocotier dans la forêt. Elle leva les yeux, posa les mains sur ses hanches et déclara, « Coco, aujourd'hui est ton dernier jour de liberté. » Et elle commença à grimper. À mi-hauteur, 3 filles du village passèrent. Elles s'arrêtèrent net. L'une pointa vers le haut, « Regarde. » Une autre éclata de rire, « Quel homme épousera une fille qui grimpe aux arbres comme un singe ?» La troisième secouait la tête, « Elle épousera un singe. » Hawa les entendit clairement, mais continua de grimper comme si de rien n'était. Arrivée en haut, elle cria, « Excusez-moi. » Les filles levèrent les yeux. « Si vous voyez le singe, dites-lui que sa femme récolte des noix de coco pour le dîner. » Les filles sifflèrent et s'éloignèrent, furieuses. Pendant ce temps,
Awa rit si fort qu'elle faillit lâcher une noix de coco. La faim et l'humour, la vie n'était pas facile pour elle. Il y avait des jours où elle n'avait rien à manger, des jours où elle errait dans la forêt en espérant trouver quelque chose de comestible. Mais même quand elle avait faim, elle trouvait toujours un moyen de rire. Un soir, elle arriva chez maman Adjoa avec des fruits dans son pagne. Les enfants accoururent. « Na, qu'as-tu apporté aujourd'hui ?» Elle laissa tomber les fruits par terre de manière théâtrale, des mangues, des oranges, et une noix de coco qui a failli me tuer. Maman Adjoa leva un sourcil. « Qu'est-il arrivé ?» Ce cocotier a essayé de se défendre. Les enfants rirent. Maman Adjoa secouait la tête. « Un jour, tu vas tomber de ces arbres. » Awa fit un clin d'œil. « Si je tombe, au moins je atterrirai à côté de la nourriture. » Un soir, en quittant la forêt, Awa vit quelque chose d'étrange. À travers les arbres se dressait un immense manoir, pas une maison de village ordinaire. Celui-ci ressemblait à quelque chose qui appartenait à Lomé, des murs blancs brillants, des balcons en verre, de hautes grilles en métal, et dans l'enceinte, des arbres fruitiers partout, manguiers, orangers, avocatiers, cocotiers, même des pommiers. La bouche d'Awa s'ouvrit lentement. Oh. Elle s'approcha de la clôture. Chaque arbre était chargé de fruits mûrs, et personne ne les mangeait. Elle posa les mains sur ses hanches. « C'est un sérieux problème. » Elle regarda à gauche, puis à droite. Pas de garde, pas d'ouvrier, rien. Puis elle murmura, « Si le propriétaire de cette maison ne mange pas ses fruits. » Elle soupira de manière théâtrale, « Alors Dieu veut clairement que quelqu'un de responsable l'aide. » Elle fixa la clôture, puis les arbres fruitiers, puis la clôture, puis les arbres fruitiers. Son estomac gronda bruyamment. Awa soupira, « Même mon estomac a voté. » Elle se frotta le menton, puis sourit malicieusement, que l'opération de sauvetage des mangues commence. Et avant que le bon sens ne l'arrête, Awa attrapa la clôture et commença à grimper. Elle ne savait pas que le propriétaire du manoir, Kofi Adom, était déjà en route. Et très bientôt, sa mission mangue allait devenir le moment le plus dramatique de sa vie. Car parfois, l'amour commence de manière étrange. Et dans cette histoire, il commença par une mangue volée et une fille qui tombait. Le jardin du manoir, derrière la haute grille en fer, ressemblait à un paradis fruitier privé. De hauts manguiers se balançaient doucement dans la brise de l'après-midi. Les cocotiers se dressaient comme des soldats fiers. Les orangers ployaient sous le poids des fruits. Les branches des avocatiers se courbaient sous leur propre poids. Et au milieu de ce royaume délicieux, Awa, ministre autoproclamée de l'inspection des fruits, était confortablement assise sur une grosse branche du plus grand manguier, les jambes balancées librement dans l'air. Dans sa main, une mangue parfaitement mûre, dorée, juteuse, tendre, le genre de mangue qui pouvait faire oublier à un homme riche ses desserts coûteux. Awa en prit une énorme bouchée. L'MMM. Elle ferma les yeux de manière théâtrale, « Cette mangue mérite un prix. » Elle regarda la mangue, « Qui t'a planté ? Laisse-moi saluer cette personne. » Elle en prit une autre bouchée. Le jus coulait sur ses doigts. Awa le lécha rapidement, pas de gaspillage. Les oiseaux gazouillaient autour d'elle. Un écureuil traversa une autre branche. Awa le salua poliment, « Bon après-midi, voisin. » L'écureuil s'arrêta et la fixa. « Ne me regarde pas comme ça, dit-elle. Cet arbre appartient à tout le monde spirituellement. » Puis elle soupira, heureuse, et s'appuya contre la branche. « C'est le meilleur bureau où j'ai jamais travaillé. » Elle ne savait pas qu'à ce moment précis, son patron était arrivé. Dehors, devant la grille du manoir, 3-4x4 noirs de luxe s'arrêtèrent lentement. La massive grille en fer s'ouvrit automatiquement. Le convoi entra dans l'enceinte comme dans un film de riche. À l'arrière du premier 4x4 se trouvait Kofi Adom, 30 ans, grand, aux épaules larges, à la police couleur chocolat, à la mâchoire carrée, un homme qui semblait n'avoir jamais connu la pauvreté. Kofi était un milliardaire homme d'affaires de la ville, propriétaire d'entreprises, d'hôtels, et d'assez d'argent pour faire sourire nerveusement les directeurs de banque. Mais ce jour-là, il avait l'air fatigué. La vie citadine l'avait épuisé, réunions, contrats, investisseurs, appels téléphoniques sans fin. Il avait donc décidé de s'échapper dans son manoir de village à Kpalimé pour quelques jours de paix.
La voiture s'arrêta. Un garde du corps ouvrit rapidement la porte. Kofi en sortit lentement. Il inspira profondément, de l'air frais, des oiseaux qui chantent, du calme. Il sourit légèrement, cet endroit est paisible. À ce moment-là, son téléphone se mit à sonner. Kofi soupira immédiatement. Il n'avait même pas besoin de vérifier l'identifiant de l'appelant. Il n'y avait qu'une seule personne qui l'appelait exactement comme ça, sa mère. Il répondit « Oui, maman ». Sa voix explosa dans le téléphone comme des feux d'artifice. « Kofi, es-tu arrivé sain et sauf au village ?»« Oui, maman. »« Tu es sûr ?»« Oui, maman. »« Tu n'as pas roulé trop vite ?»« Non, maman. »« Tu as mangé ?» Kofi se frotta le front. « Maman, je viens d'arriver. » Elle ignora cela. « Écoute bien. » Kofi ferma les yeux. Chaque fois que sa mère disait cette phrase, le danger approchait. « Tu as 30 ans maintenant. Voilà que ça vient. Tu as besoin d'une femme. Kofi, pendant que tu es dans ce village, trouve une bonne fille et épouse-la. » Kofi commença à marcher lentement dans le jardin tout en tenant le téléphone. « Maman, je suis venue ici pour me reposer. » « Tu te reposeras avec ta femme. »« Maman, tu crois que je ne connais pas ton genre ? Toutes ces filles de la ville aux longs ongles. » Kofi s'arrêta sous le grand manguier. « Maman, s'il te plaît, tu dois te marier avant de revenir. » Au-dessus de sa tête, Awa était toujours assise confortablement sur la branche. Elle avait fini une mangue et commençait déjà une autre. Elle parlait à la mangue, « Ton ami était délicieux. » Elle en prit une bouchée. L'aimait. Puis soudain, un petit morceau de mangue glissa de sa main et tomba. Plop. Juste à côté de la chaussure de Kofi. Kofi fronça les sourcils. Il regarda par terre. Puis lentement, il leva les yeux et se figea. Sur la branche au-dessus de lui était assise une fille tenant une mangue comme une preuve volée. Ses joues étaient pleines de mangue. Ses doigts étaient collants. Ses yeux étaient écarquillés de surprise. Ils se regardèrent. 5 secondes passèrent. 10 secondes. Aucun ne bougea. Puis Awa murmura doucement, « Oh non !» Kofi cligna lentement des yeux. Au téléphone, sa mère parlait toujours, « Kofi, tu m'écoutes ?» Mais Kofi n'écoutait plus. Il fixait une voleuse de mangue assise dans son arbre. Awa paniqua, « Comment vais-je m'échapper ?» Son cerveau commença à calculer les possibilités. Sauter et courir. Faire semblant d'être un oiseau ? Devenir invisible ? Malheureusement, aucune de ces compétences n'était disponible. Puis soudain, la branche trembla. Awa hurla, « Ah !» Elle glissa. Ses pieds perdirent l'équilibre. Et avant que la gravité ne puisse être négociée, Awa tomba de l'arbre. Kofi réagit instantanément. Il lâcha son téléphone et tendit les bras. Boum. Awa atterrit directement dans ses bras. Pendant un moment, tout s'arrêta. Awa leva les yeux vers lui. Kofi la regarda. Ils étaient très proches. Trop proches. Assez proches pour sentir le souffle de l'autre. Assez proches pour remarquer des détails. Ses yeux brillants, sa peau caramel douce, l'odeur de mangue sur ses lèvres. Awa sursauta soudain, « Ah !» Kofi cligna des yeux, « Tu m'as attrapé. » Elle avait l'air confuse, « Je veux dire, tu m'as attrapé en train de voler. » Il essaya de ne pas rire. Il la posa doucement par terre. Immédiatement, Awa tomba à genoux de manière théâtrale, « Monseigneur, pardonnez-moi. » Kofi leva un sourcil, « Monseigneur », elle leva les 2 mains, « Je suis venue en paix. Tu as fait irruption dans ma maison. » Elle pointa la mangue, « Je suis venue pour une diplomatie de la mangue. » De la mangue ? Quoi ? Des négociations de la faim. Kofi faillit rire, « Comment es-tu entré dans mon enceinte ? » Elle pointa fièrement, « La clôture. » Tu as grimpé la clôture ? Oui. Tu as grimpé l'arbre ? Oui. Tu as volé ma mangue ? Elle brandit la mangue à moitié mangée. Kofi éclata finalement de rire. Un rire franc. Un rire profond.
Il n'avait pas ri comme ça depuis des années. Il s'essuya les yeux. Comment t'appelles-tu? La Hawa. Et pourquoi voles-tu des fruits? Elle soupira de manière théâtrale et posa la main sur sa poitrine. Je ne vole pas. Ah non. Je mène des opérations d'urgence contre la faim. Kofi rit à nouveau. Puis elle devint soudain silencieuse. Elle baissa les yeux. J'avais faim. Je suis orpheline. Pendant un moment, l'humour s'évanouit. Kofi étudia son visage attentivement. Puis il soupira. Lève-toi. Elle se leva lentement. Tu ne vas pas me punir? Non. Ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment? Oui. Son visage s'illumina soudain. Ah, que Dieu te bénisse. Puis elle ajouta rapidement, si jamais tu as besoin de services de dégustation de fruits, je suis disponible. Kofi rit à nouveau, rentre chez toi, Hawa. Elle hocha la tête et commença à s'éloigner. À mi-chemin de la grille, elle se retourna et cria, ta mangue est très sucrée. Kofi secouait la tête, souriant. Cette nuit-là, dans sa chambre moderne et luxueuse, en dormant sur un lit valant plus que la plupart des maisons du village, la seule chose dont Kofi Adam rêverait serait une fille riant sur un manguier. Il fixait le plafond et pensait à une voleuse de mangue. Un problème de milliardaire. Kofi se retourna sur le côté gauche du lit. Il soupira. Puis il se retourna sur le côté droit. Il soupira à nouveau, c'est ridicule. Il se redressa brusquement. Pourquoi est-ce que je pense à cette fille? Il se frotta le visage, je dirige des entreprises valant des milliards de francs CFA. Il se pointa du doigt, je négocie avec des investisseurs internationaux. Puis il soupira à nouveau, et aujourd'hui, j'ai passé 10 minutes à discuter avec une fille qui disait mener des négociations contre la faim. Il se recoucha. Finalement, le sommeil le vainquit. Et le rêve arriva. Dans le rêve, il marchait à nouveau dans le jardin. Le manguier se dressait, haut, et Hawa était assise sur la branche. Elle lui fit un signe de la main, joyeuse, bienvenue dans le royaume des mangues, propriétaire terrien. Kofi croisa les bras, tu voles encore? Elle haussa les épaules, la recherche continue. Puis soudain, elle sauta de l'arbre. Mais cette fois, au lieu de tomber, elle atterrit avec grâce. Puis elle s'approcha de lui. Plus près. Plus près. Ses yeux brillaient, tu devrais manger de la mangue, toi aussi, dit-elle doucement. Puis elle se pencha en avant. Kofi se réveilla brusquement. Il se redressa dans son lit, haletant, quel genre de rêve est-ce? Il regarda l'horloge, 2h13. Il soupira, je rêve d'une voleuse de fruits. Il se recoucha, mais le sommeil refusa de revenir. Le lendemain matin, Kofi décida de se promener dans le jardin. La lumière du soleil commençait à peine à s'étendre sur l'enceinte. Les oiseaux chantaient depuis les grands arbres. L'air sentait frais. Alors qu'il marchait vers le manguier, quelque chose attira son attention. Un petit foulard coloré gisait par terre près du tronc. Kofi se baissa et le ramassa. Il le regarda silencieusement. Puis il se souvint, Hawa. Il leva les yeux vers le manguier. Pour une étrange raison, il sourit. Pendant ce temps, au centre du village, un groupe de filles s'était rassemblé près du puits. Et comme la plupart des rassemblements de village, le sujet de conversation était déjà Hawa. Une fille ricana bruyamment, je l'ai vue hier. Une autre se pencha en avant, où? Qui sortait du manoir du riche. La troisième fille s'exclama de manière dramatique, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? La première fille roula des yeux, tu crois quoi? Probablement voler des fruits. Une autre fille renifla, cette fille n'a aucune honte. Mais l'une d'elles avait l'air inquiète, quand même, le riche lui a parlé. Les autres froncèrent immédiatement les sourcils, impossible. C'est un milliardaire. Et elle grimpe aux arbres comme un écureuil. Une autre fille ajouta, jalouse, regardez ses pieds. Elle marche même parfois pieds nus. Les filles continuèrent à jaser. Aucune ne remarqua qu'une vieille femme à proximité écoutait silencieusement. La vieille femme chuchota pour elle-même, la jalousie est déjà en train de mijoter dans ce village. Plus tard cet après-midi-là, Kofi décida d'explorer les environs du village.
Il suivit un sentier étroit qui menait vers un petit ruisseau où les villageois lavaient habituellement leurs vêtements. Le bruit de l'eau qui clapotait devint plus fort. Puis il la vit, Hawa. Elle était debout dans le ruisseau peu profond, en train de laver des vêtements. Son pagne était noué autour de sa taille. Son foulard avait disparu et elle fredonnait joyeusement en frottant les vêtements comme si elle n'avait pas d'ennemis au monde. Kofi s'appuya contre un arbre à proximité et la regarda silencieusement. Elle s'arrêta soudain de frotter. Elle le sentit. Quelqu'un la regardait. Lentement, elle se retourna et, quand elle le vit, elle se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Là. Elle se redressa rapidement, bon après-midi, propriétaire des mangues. Kofi éclata de rire, propriétaire des mangues. Elle haussa les épaules, tu possèdes le manguier. Il s'approcha et s'assit sur un gros rocher près de l'eau, tu as oublié quelque chose chez moi. Ses yeux s'écarquillèrent, ma dignité? Kofi rit, non. Il leva le foulard, ça? Hawa s'exclama, mon foulard. Elle sortit rapidement du ruisseau et l'attrapa, ah, je pensais que les esprits de la forêt l'avaient volé. Kofi sourit, tu l'as oublié sous le manguier. Elle hocha la tête sérieusement, cet arbre cause trop de problèmes. Kofi secouait la tête, tu l'as grimpé? Oui. Tu as volé une mangue? Oui. Tu es tombé sur moi? Cette partie n'était pas prévue. Kofi rit à nouveau. Puis Hawa le regarda attentivement, tu ris beaucoup quand tu es avec moi. Kofi leva un sourcil, c'est mal? Non. Elle sourit, ça veut dire que je fais bien mon travail. Quel travail? La première vraie conversation. Ils parlèrent longtemps, plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu. Hawa lui raconta des histoires sur la forêt, sur l'escalade des arbres, sur Maman Adjoa et les enfants, sur les villageois qui croyaient qu'elle était peut-être secrètement une sorcière. Kofi rit si fort qu'il faillit tomber du rocher, toi, une sorcière? Elle hocha la tête fièrement, oui. Quel genre de sorcière grimpe aux arbres pour des mangues? Le genre affamé. Kofi essuya des larmes de rire de ses yeux. Puis il la regarda à nouveau et quelque chose dans sa poitrine se sentit étrange, chaud, réconfortant. Malheureusement, il n'était pas seul. 2 filles du village qui passaient par là s'étaient arrêtées en les voyant. Leurs yeux s'écarquillèrent. Elles chuchotèrent avec urgence, regardez, le milliardaire, et il est assis avec Hawa. L'une des filles faillit s'évanouir de choc, qu'est-ce qui se passe ici? L'autre fille croisa les bras, furieuse, cette grimpeuse d'arbres croit qu'elle peut parler à un milliardaire. Elles continuèrent à les observer et plus Kofi riait avec Hawa, plus leur visage s'assombrissaient. D'ici le soir, tout le village aurait entendu la nouvelle et les ragots se propageraient comme une traînée de poudre. Alors que le soleil commençait à se coucher, Kofi se leva, je devrais y aller. Hawa hocha la tête, avant que le village ne commence à écrire des histoires sur nous. Kofi sourit, trop tard. Elle rit, eh bien, laissez-les parler. Kofi étudia son visage un moment, puis dit doucement, je te reverrai. Hawa inclina la tête de manière espiègle, tu viens pour une inspection des mangues? Kofi sourit, oui. Elle sourit, parfait, parce que le département de recherche sur les mangues est toujours ouvert. Kofi s'éloigna en riant. Mais en partant, il ne remarqua pas quelque chose d'important. Pour la première fois depuis des années, son cœur battait un peu plus vite. Et quelque part au fond de lui, une voix silencieuse murmurait quelque chose de dangereux. Il commençait à beaucoup aimer la fille du manguier. Et le village de Kpalimé allait être témoin du début d'une histoire d'amour qui donnerait beaucoup de travail aux commères pendant des mois. Malheureusement pour eux, cette histoire ne faisait que commencer. La discussion était déjà intense. Une femme posa son seau de manière dramatique, je l'ai vu de mes 2 yeux. Une autre femme se pencha, vu quoi? Le milliardaire. Des exclamations. Celui qui vit dans le grand manoir. Oui. Les devinez avec qui il parlait. La femme fit une pause pour un effet dramatique. Tout le monde se pencha. La Hawa. Le seau glissa des mains de quelqu'un. Quoi? Une fille faillit crier, cette grimpeuse d'arbres? Oui. Une autre fille croisa les bras, furieuse, cette fille n'a aucune honte.
Elle a probablement grimpé à son manguier à nouveau. Les filles ricanèrent immédiatement. Impossible. Cet homme riche peut épouser n'importe qui en ville. Pourquoi choisirait-il une fille qui vole des fruits? Mais au fond d'elle, la jalousie grandissait déjà. Pendant ce temps, le problème du milliardaire. Dans le manoir luxueux, Kofi Adam arpentait son salon. La pièce elle-même ressemblait à quelque chose sorti d'un rêve de riche. Des sols en marbre crème, de hauts murs en verre, des canapés en cuir souple importé d'Italie, un lustre suspendu au-dessus comme une petite galaxie de lumière. Pourtant, le propriétaire milliardaire de ce palais avait l'air d'un homme souffrant d'une étrange maladie. Il pensait à Hawa. Il s'arrêta et se parla à lui-même, c'est ridicule. Il pointa le plafond, j'ai des réunions avec des investisseurs internationaux. Puis il pointa vers le village, et je pense à une fille qui négocie avec les manguiers. Il soupira profondément. Son assistant entra dans la pièce. « Monsieur, votre emploi du temps pour demain ?» Kofi leva la main, « Annulez tout. » L'assistant cligna des yeux, « Tout ?»« Oui. »« Vous avez un appel avec. » L'assistant hocha lentement la tête, « Oui, monsieur. » Un autre membre du personnel murmura, « Notre patron est amoureux. » Le membre du personnel s'exclama, « De qui ?» L'assistant chuchota, « D'une voleuse de mangue. » Ce soir-là, Kofi décida de se rendre au village pour acheter quelque chose au marché local. Sa voiture noire élégante ressemblait à un alien en visite sur les routes poussiéreuses du village. Les enfants couraient après la voiture en criant, « Grosse voiture, grosse voiture !» Kofi souriait en conduisant lentement. Puis soudain, il vit quelqu'un marcher sur le bas-côté de la route, portant un petit panier. Pieds nus, simple pagne, démarche confiante. « Hawa !» Kofi ralentit immédiatement et s'arrêta à côté d'elle. Il baissa la vitre, « Mademoiselle la voleuse de mangue. » Hawa se retourna, ses yeux s'écarquillèrent, « Ah, le propriétaire des mangues. » Kofi rit, « Où vas-tu ?» Elle leva le panier, « Au marché. »« Que achètes-tu » Elle regarda à l'intérieur du panier vide, l'espoir. Kofi éclata de rire, « Tu es incroyable. » Elle se pencha vers la vitre de la voiture, « Tu ris trop quand tu me vois. »« C'est de ta faute. » Elle haussa les épaules fièrement, « Mes services de divertissement sont gratuits. » Puis Kofi la regarda attentivement, « Viens dîner ce soir. » Hawa cligna des yeux, « Dîner ?»« Oui. Dans mon manoir. » Elle le regarda comme s'il venait de l'inviter sur la lune, « Dans ce palais ?»« Oui. » Elle se pointa elle-même, « Moi ?»« Oui. » Elle se gratta la tête, « Dois-je apporter du matériel d'escalade ?» Kofi rit bruyamment, « Non, parce que si je vois une mangue, je pourrais m'oublier. Viens juste pour le dîner. » Elle réfléchit un moment, puis sourit, « D'accord. » Malheureusement pour la paix de Kpalimé, 3 filles du village se tenaient à proximité et avaient tout vu. L'une d'elles faillit s'étouffer, « Vous avez vu ça ?» Le milliardaire a invité Hawa à dîner. Leurs visages s'assombrirent instantanément, cette fille croit qu'elle a gagné à la loterie. On verra combien de temps cette absurdité durera. Mais leur jalousie brûlait comme un feu. Plus tard ce soir-là, Hawa arriva au manoir. Elle se tenait devant la grille, regardant le bâtiment comme une touriste visitant un palais royal. « Chais » murmura-t-elle. « Cette maison est plus grande que la salle de réunion du village. » Le gardien de sécurité ouvrit la grille. Elle entra lentement. Ses yeux bougeaient partout. Même l'herbe a l'air riche. À l'intérieur du manoir, une domestique la conduisit à la salle à manger. Hawa entra et se figea. La table à manger seule semblait pouvoir nourrir 20 personnes. Des lumières dorées brillaient doucement au-dessus. Toute la pièce sentait la nourriture chère. Kofi entra un moment plus tard. Hawa se retourna et s'exclama de manière dramatique. Kofi sourit, « Assieds-toi. » Elle s'assit prudemment, comme quelqu'un s'asseyant sur un trône. « S'il vous plaît, si je casse quelque chose, pardonnez-moi à l'avance. » Le dîner commença. La nourriture fut placée sur la table. Riz, poulet grillé, légumes, jus frais. Hawa regarda tout comme si elle venait de découvrir le paradis. Elle se pencha vers Kofi et chuchota, « Attendons-nous d'autres personnes ?»
Non, toute cette nourriture est pour nous. Là. Elle s'assit lentement en arrière. Les riches vivent bien. Kofi rit. Elle goûta le riz. Puis soudain, elle se figea. Kofi fronça les sourcils, qu'est-il arrivé? Elle le regarda sérieusement, si je mange trop, vas-tu m'arrêter? Kofi faillit s'étouffer de rire, non. Bien. Puis elle commença à manger joyeusement. Entre les bouchées, elle continuait à parler. Ta maison est belle. Merci. Mais ton manguier reste la meilleure partie. Kofi secouait la tête en riant. La nuit devint calme. Après le dîner, ils passèrent au salon. Les lumières dorées douces donnaient à la pièce une ambiance chaude et calme. Hawa était assise sur le canapé, regardant autour d'elle. Tes fauteuils sont très moelleux. Kofi s'assit à côté d'elle. Tu aimes ça? Oui. Elle s'appuya confortablement en arrière. J'ai l'impression d'être assise dans un nuage. Kofi la regardait silencieusement. Pour la première fois depuis des années, son manoir ne semblait pas solitaire. Puis Hawa se leva soudain, il est tard. Tu pars? Oui. Il regarda dehors. La nuit était devenue sombre. La route vers le village serait très solitaire. Tu peux rester ici ce soir. La domestique avait conduit Hawa dans la chambre d'amis plus tôt dans la soirée. Quand la porte s'ouvrit, Hawa s'arrêta. Sa bouche s'ouvrit lentement. Chais. La chambre seule était plus grande que la petite maison où elle vivait avec ses parents. Le lit semblait appartenir à un roi. Les draps blancs étaient si propres qu'ils semblaient n'avoir jamais rencontré la poussière. Les rideaux étaient longs et soyeux. L'air sentait les fleurs et le savon cher. Hawa tourna lentement sur elle-même. Même les oreillers ont l'air d'être allés à l'université. La domestique sourit poliment, si vous avez besoin de quelque chose, appelez simplement. Hawa leva rapidement les deux mains, non, non, non. La domestique cligna des yeux, je veux dire, merci. Quand la domestique partit, Hawa regarda lentement le lit. Elle le toucha prudemment avec un doigt. Le matelas s'enfonça doucement. Ses yeux s'écarquillèrent, ce lit est dangereux. Elle s'assit lentement. Le matelas l'engloutit à moitié. Là. Elle se releva rapidement. Pas étonnant que les riches n'aiment pas quitter leur maison. Elle regarda à nouveau autour de la pièce. Peut-être que je devrais dormir par terre. Mais elle regarda le sol en marbre, celui-là est trop riche aussi. Finalement, elle soupira, bon, si je casse ce lit, je m'enfuirai avant le matin. Et elle grimpa prudemment dans le lit. Dans le couloir, dans la chambre principale, Kofi Adam ne dormait pas non plus paisiblement. Il était allongé sur son lit, fixant le plafond. Il soupira, puis se retourna à gauche, puis à droite, puis se redressa, ce n'est pas normal. Il se frotta le visage, un milliardaire homme d'affaires troublé par une fille qui grimpe au manguier. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. La lumière de la lune remplissait la pièce, et pour une étrange raison, il souriait. Elle parle trop. Elle mange comme si elle participait à un festival de nourriture. Et elle a failli casser mon manguier. Il soupira, puis murmura doucement, et pourtant, la maison semble différente quand elle est là. Vers minuit, quelque chose d'étrange se produisit. Dans la chambre d'amis, Hawa se redressa soudain. Son estomac gronda bruyamment. Va. Elle tint son estomac, toi encore? La cuisine du manoir traversa son esprit, toute cette nourriture. Mais elle avait été trop timide pour tout manger. Maintenant, la faim était revenue pour achever son travail. Hawa sortit lentement du lit. Juste un peu de nourriture. Elle ouvrit la porte silencieusement. Le couloir du manoir était silencieux. Elle avança sur la pointe des pieds comme une voleuse professionnelle. Un pas. Soudain, où vas-tu? Hawa hurla, ah. Elle se retourna. Kofi était là, adossé au mur, les bras croisés. Elle tint sa poitrine de manière dramatique, tu m'as presque tué. Il leva un sourcil, tu te promènes dans ma maison à minuit. Elle pointa vers la cuisine, j'inspectais le réfrigérateur. Kofi rit, des négociations contre la faim, encore.
Elle hocha la tête fièrement, oui. Kofi soupira et secouait la tête, viens. La cuisine moderne était remplie de lumière vive. Le réfrigérateur s'ouvrit. À l'intérieur, il y avait plus de nourriture qu'un petit restaurant. Hawa regarda comme un enfant visitant le paradis, murmura-t-elle. Même le frigo est riche. Kofi s'appuya contre le comptoir, la regardant. Elle prit un petit bol de fruits, puis le regarda avec suspicion. Tu ne vas pas m'arrêter pour avoir mangé des fruits dans ta maison. Et tu ne sais jamais avec les riches. Kofi rit. Elle en prit une bouchée, puis une autre, puis une autre. Enfin, elle le regarda et dit, tu sais quoi? Quoi? Si tu m'avais donné cette nourriture plus tôt, je n'aurais pas volé ta mangue. Kofi rit bruyamment, trop tard, maintenant? Elle hocha la tête sérieusement, oui. Puis elle ajouta de manière dramatique, tu as déjà subi des dommages émotionnels liés à la mangue. Le lendemain matin, Hawa se réveilla brusquement. Elle sauta hors du lit, le village. Si quelqu'un la voyait quitter le manoir du milliardaire le matin, les ragots exploseraient comme des feux d'artifice. Elle enveloppa rapidement son foulard, ouvrit doucement la porte et se faufila hors du manoir. Alors qu'elle atteignait la grille, le gardien la regarda avec curiosité, tu pars tôt? Elle hocha rapidement la tête, oui, très tôt. Puis elle chuchota, avant que les reporters des nouvelles du village ne se réveillent. Le gardien rit. Malheureusement, il était déjà trop tard. À la mi-matinée, tout le village était en ébullition. Au puits, les ragots avaient atteint un niveau olympique. Une fille faillit lâcher son seau d'eau, je l'ai vue. Une autre hurla, où? Qui sortait du manoir du milliardaire ce matin. Les filles s'exclamèrent bruyamment, elle a passé la nuit là-bas. Une autre fille faillit s'évanouir, cette fille nous a fini. Leur jalousie brûlait comme du piment. Comment a-t-elle fait? Elle a probablement grimpé par la fenêtre. Une autre fille siffla, furieuse, cette fille croit qu'elle peut devenir la femme d'un homme riche. Mais au fond, elles avaient déjà peur, car quelque chose se passait clairement entre le milliardaire et la fille qui grimpait aux arbres. Et plus elles jasaient, plus Hawa et Kofi se rapprochaient. Pendant ce temps, dans le manoir, Kofi se tenait dans le jardin sous le manguier. Il remarqua immédiatement quelque chose. L'enceinte semblait étrangement silencieuse à nouveau. Il regarda autour de lui, puis soupira, elle est partie. Mais en regardant l'arbre, il réalisa soudain quelque chose. Il commençait déjà à manquer son rire. Et cette prise de conscience l'effrayait légèrement, car pour la première fois dans sa vie de milliardaire soigneusement contrôlé, quelque chose de complètement inattendu était entré dans son cœur, et son nom était Hawa. Après plusieurs jours animés dans le village de Kpalimé, un moment difficile arriva enfin. Kofi Adam devait retourner en ville. Les affaires l'appelaient. Les investisseurs attendaient. Les entreprises ne pouvaient pas se gérer toutes seules. Un matin, le convoi de 4x4 noirs attendait devant son manoir de village. Les chauffeurs se tenaient à côté des voitures. Les gardes du corps ajustaient leurs vestes. Tout était prêt, mais Kofi ne l'était pas. Il se tenait sur le balcon, regardant la route poussiéreuse qui menait au village. Pour une raison étrange, il espérait que quelqu'un apparaîtrait sur cette route, quelqu'un de dramatique, quelqu'un qui pourrait crier « propriétaire des mangues ». Mais la route resta vide. Kofi soupira, bon, retour au travail. Il monta dans la voiture. Le convoi s'éloigna lentement du village tranquille. Ce que Kofi ne savait pas, c'est qu'il venait de s'éloigner de la seule personne qui avait déjà pris possession de son cœur. De retour en ville, la vie reprit immédiatement son rythme habituel. Réunion, contrat, appel téléphonique. Mais quelque chose n'allait pas. Dans son manoir luxueux, tout semblait parfait. Le sol en marbre brillait. Les lustres étincelaient. Les grandes fenêtres en verre montraient la ligne d'horizon de la ville. Pourtant, la maison semblait étrangement silencieuse. Trop silencieuse. Cette nuit-là, Kofi était allongé sur son énorme lit king size, fixant le plafond. Il se retourna à gauche, puis à droite, puis soupira bruyamment, c'est ridicule. Il se redressa, pourquoi est-ce que je pense à cette fille? Il se leva et alla à la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient en bas,
mais au lieu de voir la ville, son esprit lui montrait Hawa riant sous le manguier. Sa voix dramatique résonnait dans sa mémoire, « Ton manguier est très généreux. » Kofi grogna, « Magnifique. » Le lendemain, au bureau, les choses empirèrent. Sa salle de réunion était pleine de cadres présentant des rapports importants. Un manager se tenait à côté de l'écran. « Monsieur, si nous signons ce contrat, notre marge bénéficiaire augmentera de 20%. » Kofi interrompit soudain. « Les manguiers poussent-ils bien en ville ?» La pièce devint silencieuse. Tout le monde le regarda. Le manager cligna des yeux. « Monsieur, des manguiers ?» Kofi réalisa ce qu'il avait dit. Il s'éclaircit la gorge. « Oui, continuez. » Son assistant se pencha vers un autre membre du personnel et chuchota. « Notre patron n'est pas dans cette réunion. » « Où est-il » L'assistant soupira. « Dans un manguier quelque part dans le village. » Sa mère le savait. Ce soir-là, la mère de Kofi rendit visite au manoir. Elle était assise dans le salon, buvant calmement du thé. Elle regarda son fils attentivement. « Tu as l'air fatigué. »« Je vais bien, maman. »« Tu mens. » Kofi détourna le regard. Puis elle posa la question habituelle. « Alors, as-tu trouvé une femme à épouser dans le village ?» Kofi se leva immédiatement. « J'ai du travail. » Il essaya de s'éloigner, mais elle sourit en sachant. « Mon fils. » Il s'arrêta. « Et tu es amoureux ?» Kofi ne répondit pas, mais son silence disait tout. Kofi dormait à peine. Il mangeait à peine. Un matin, son assistant entra dans son bureau et se figea. Kofi fixait une mangue posée sur son bureau. Juste en la regardant. « Monsieur ?» Kofi soupira profondément. « Je crois que je suis malade. » L'assistant paniqua. « Dois-je appeler un médecin ?» Kofi secouait lentement la tête. « Aucun médecin ne peut guérir cela. » « Quel genre de maladie est-ce » Kofi s'appuya contre son dossier. « Le genre qui vit dans un village. » Cette nuit-là, Kofi se leva brusquement. « C'est ça. » Il attrapa son téléphone. « Préparez le convoi. » Son assistant cligna des yeux. « Monsieur, nous retournons au village, à la recherche de la fille des mangues. » Le lendemain matin, le convoi de 4x4 entra à nouveau dans le village de Kpalimé. La poussière se souleva alors que les voitures s'arrêtaient. Les villageois regardaient, choqués. Le milliardaire est revenu. Kofi descendit immédiatement, trouver Hawa. Les gardes du corps commencèrent à chercher dans le village, mais personne ne l'avait vue. Finalement, maman Adjoa parla, elle est allée dans la forêt. Kofi se tourna vers ses gardes, chercher dans la forêt. Pendant ce temps, dans la forêt, Hawa grimpait joyeusement à un autre arbre fruitier. Elle faisait tomber des oranges dans un panier en bas. Aujourd'hui, nous mangeons comme des reines. Soudain, elle entendit de nombreux pas. Elle se figea. Nié. Les pas devinrent plus forts. Des voix criaient son nom, Hawa. Ses yeux s'écarquillèrent. Ché. Elle sauta rapidement et commença à courir. Je savais que ce jour viendrait. Des branches craquaient derrière elle alors que les gardes du corps la suivaient. Arrêtez. Elle courut plus vite. Je suis innocente. Puis un garde cria fort. Kofi nous a envoyés. Hawa s'arrêta net. Elle se retourna lentement. Tu veux dire le propriétaire des mangues ? Le garde soupira. Oui. Elle se gratta la tête. Oh. Quand ils l'amenèrent hors de la forêt, Kofi se tenait à côté de sa voiture. Dès qu'il la vit, il marchait vers elle rapidement. Sans réfléchir, il la serra dans ses bras. Hawa se figea. Va. Kofi la tint comme quelqu'un qui avait enfin trouvé quelque chose de précieux. Tu m'as manqué. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises. Tu es venu tout le chemin de la ville à cause de moi ? Oui. Elle sourit lentement. Cela signifie que ton problème de mangue est très sérieux. Kofi rit doucement. Viens avec moi. Où ? En ville ? Sa bouche s'ouvrit. La ville. Oui. Elle regarda le convoi, puis haussa les épaules de manière espiègle. Bon, si la ville a des fruits, je suis prête. Explosion de ragots dans le village. Alors que le convoi s'éloignait avec Hawa à l'intérieur, le village explosa de ragots. Une fille jalouse hurla presque, il l'a prise, cette grimpeuse d'arbres.
Une autre fille siffla, furieuse, ce n'est pas juste. Mais une vieille femme rit doucement, je vous l'avais dit, les filles, la voleuse de mangue deviendrait la reine du jardin. Bienvenue en ville. Quand ils arrivèrent au manoir luxueux de Kofi en ville, Hawa descendit lentement de la voiture. Ses yeux s'écarquillèrent, murmura-t-elle. Cette maison est plus grande que tout le village. Kofi sourit, bienvenue à la maison. À l'entrée, sa mère se tenait, attendant. Elle étudia Hawa attentivement, puis sourit chaleureusement, alors, c'est la fille qui a volé le cœur de mon fils. Hawa s'exclama, ah, maman, j'ai seulement volé une mangue. Sa mère éclata de rire et la serra dans ses bras. Les jours passèrent. Le manoir se remplit lentement de rire à nouveau. Hawa apporta de la vie dans la maison silencieuse du milliardaire. Un soir, ils se tinrent ensemble sur le balcon, regardant les lumières scintillantes de la ville. Hawa leva les yeux vers lui, tu souris plus maintenant. Kofi toucha doucement sa joue, c'est à cause de toi. Son cœur battait plus vite. Le moment devint calme, doux. Il se pencha. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre et prolongé. Hawa le serra timidement mais chaleureusement, et ils restèrent proches, partageant un moment profond d'affection et d'amour grandissant. Cette nuit-là, leur relation s'approfondit en un lien plus fort de romance et de proximité. Mais loin, dans le village, les filles jalouses étaient toujours furieuses. L'une frappa la table du poing, cette fille croit qu'elle a gagné. Une autre chuchota, furieuse, on verra ça. Car si l'amour grandissait entre Kofi et Hawa, la jalousie grandissait aussi silencieusement.